Je voulais faire un petit préambule pour vous dire que je ne savais pas trop sous quel angle me présenter à vous, sous quel angle scientifique bien sûr, parce que j'ai hésité longtemps entre entre deux sujets historiques, mais un sujet très éloigné pour vous sur l'Antiquité tardive, pardon. Sur l'Antiquité tardive dans le judaïsme. Donc ça aurait été intéressant aussi. Je me suis dit que c'est peut-être trop exotique parce que j'aurais présenté des textes talmudiques et qui, bon, ça demande d'être un petit peu pour entrer dans la logique du débat talmudique, etc. Ou alors un autre sujet historique, et c'est celui que j'ai choisi, mais qui est historique mais aussi historiographique. Et donc, j'ai choisi de vous parler plutôt de la construction du savoir en histoire ancienne, en histoire de l'Orient antique, et plus particulièrement en histoire de la Palestine, d'Israël antique ou de la Terre Sainte. Et avec ça, j'ai défini, si vous voulez, les deux grands axes de mes activités, mes recherches, à savoir un axe orienté vers l'Antiquité, vers les savoirs du corps dans l'Antiquité tardive, dans la littérature talmudique en particulier, puisque je la trouve extrêmement intéressante et peu exploitée, et puis un axe historiographique et épistémologique. Et donc, voilà, j'ai toujours travaillé sur les deux aspects, j'étais historienne et puis historienne réflexive, douée de réflexivité. Et donc, voilà, je me suis dit que le dialogue serait plus facilement noué si je vous présente plutôt une documentation du 19e siècle. Mais ce qui fait l'unité de mes préoccupations, c'est l'idée de connaissance. Ce qui m'intéresse en fait, c'est comment l'homme connaît l'homme, les groupes, l'individu ou les différentes. Comment notre production du savoir est conditionnée à la fois par l'individu, non, par ses préférences individuelles, mais aussi par le contexte dans lequel il vit et duquel il se nourrit. Voilà pour faire l'unité de ma recherche. Alors, le préambule, il est presque fini. Alors, il marche, lui? Pourquoi il ne veut pas? Okay, voilà. Voilà, préambule. Après, je me suis dit, bon, on est là dans un séminaire transversal, donc j'avais suggéré de travailler sur une notion, en fait, de mettre les deux communications et puis peut-être d'autres contributions sous le chapeau de la notion d'imaginaire, puisque c'est aussi ce qui traverse mes recherches. J'ai toujours travaillé non pas sur l'histoire matérielle ou sur l'histoire positiviste, mais j'ai toujours travaillé sur l'histoire des mentalités. Alors, donc, parmi ces outils conceptuels figure celui de l'imaginaire. Bien sûr, on pourrait porter une discussion sur qu'est-ce que l'imaginaire. Il y a une littérature là-dessus. Ce concept est lui aussi contesté. Bon, on peut en discuter si vous voulez à la fin. Moi, j'ai choisi quand même de me légitimer et de partir d'une acception, disons, plus ou moins nette. J'ai trouvé une citation tout à fait évocatrice dans Lucian Boia pour une histoire de l'imaginaire. Et Lucian Boia a été mon professeur d'ailleurs, professeur à l'université de Bucarest, mais qui a beaucoup publié aux Belles Lettres. Et donc, je peux dire, voilà, c'est un de mes maîtres, peut-être pas mon maître, mon premier, mais et je vais vous citer, bon, j'ai mis la citation, donc je prends l'imaginaire dans cette acception en tant que faculté ou phénomène qui déborde le champ exclusif des représentations sensibles. Il va au-delà de l'expérience empirique et ce faisant, il s'affirme comme une autre réalité.
imbriquée dans la réalité tangible, mais non moins réelle que celle-ci. On le retrouve dans tous les domaines de l'histoire, dans tout fait historique, dans toute pensée et dans toute action. Il pèse de tout son poids immatériel sur la grande aventure de la connaissance, et au fond c'est ça qui m'intéresse moi particulièrement, ainsi que sur les rapports entre nations, entre groupes sociaux et entre individus. Il marque profondément nos liens avec l'univers, l'inconnu, le temps et l'espace. Et je pourrais reformuler ceci dans des termes peut-être qui sont plus connus, de Castoriadis, qui donc entend par imaginaire tout lien symbolique, enfin toute valeur symbolique accordée aux institutions, au système de justice, à tout fait social en fait, à tout ce qui existe, tout ce qui, une société ne peut pas exister en dehors de la fonction symbolique. Et ça, j'en suis profondément convaincue. Il y en a qui ne le sont pas, mais moi, c'est mon parti pris, si vous voulez. Et donc, voilà pour qu'on préambule. Voilà. Et on aurait pu, bon, voilà, pour garder les deux thèmes, j'aurais pu partir de cette citation, mais je le fais pas. Je vais passer tout de suite à la Terre Sainte, mais on aurait pu partir de l'idée de nature telle qu'elle est exprimée dans ce texte qui veut expliquer pourquoi elle se pose la question, pourquoi l'homme a été créé en un seul exemplaire, pourquoi il y a Adam et pas plusieurs. Pourquoi? Et donc, bien sûr, c'est une exégèse. Hein. Et là, l'explication nous dit, car si l'homme frappe plusieurs monnaies, c'est la même racine, à partir d'un seul modèle, elles se ressemblent toutes. Mais si le roi des rois, le saint béni soit-il, a frappé l'homme selon le modèle du premier homme, aucun ne ressemble à son prochain. Ça aurait pu ouvrir à toute une discussion parce que la racine tava là va donner plus tard en hébreu le terme nature. Donc l'idée de nature est celle de l'empreinte. C'est comme ça qui reprend cette métaphore de la monnaie. Voilà. Donc pour vous dire de quoi j'aurais pu vous parler et de quoi je ne vous parlerai pas. Et je pars, oui, là je passe à mon sujet lié à la construction des savoirs sur la Terre Sainte, concernant la Terre Sainte ou l'Orient ancien en général, puisqu'au XIXe siècle, quand commencent à se constituer à la fois les sociétés d'études classiques, mais les sociétés des orientalistes, il n'y a pas de spécialisation. Il n'y a pas de spécialiste de l'hébreu ou de l'assyrien ou du chinois. On étudie tout ensemble. Donc, on peut parler de savoir sur l'Orient ancien en général. Bon. Pour ce qui est du 19e siècle. On verra quand même qu'il y a quelques petites particularités, certaines particularités concernant la Terre Sainte. Et donc, j'ai choisi de vous présenter, de travailler sur cette construction du savoir antiquisant à partir d'une documentation qui peut paraître un petit peu étrange, la documentation photographique, et plus particulièrement sur une collection de photographies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maison Bonfils. Ça doit être quelque part indiqué, bon, on verra. Comme Bonfils, Bonfils. Je ne sais pas s'il faut écrire Bonfils. B-O-N-F-I-L-S, voilà, en un seul mot. Pourquoi cette collection a attiré mon attention? Bon, c'est un des ateliers de photographie les plus longévifs en Orient. Le père fondateur s'installe en 1867 et l'atelier ferme en 1917. Il est repris après, il va durer encore un petit peu, mais sinon la famille elle-même va être évacuée du Caire pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est comme ça que son activité s'arrête.
Et donc, il s'agit de père, fils, père, mère et fils. Et le père fondateur, c'est Félix Bonfils. Il travaille en étroite collaboration avec sa femme, Lydie. Et après, ça sera repris par son fils Adrien. C'est une famille qui part d'Alès et qui s'installe à Beyrouth parce que son fils est malade et qu'on lui a recommandé un climat plus doux, etc. Ça, c'est pour l'origine. Ensuite, il produit 512 clichés en 1870. Attendez, je vais vous dire. En 1871, on compte plutôt 600 négatifs, 15 000 impressions et 9 000 stéréoscopes. Vous allez voir, c'est des images doubles qu'on peut voir en relief à un moment donné. Donc une production impressionnante. Pas seulement une production impressionnante, mais une production qui s'exporte et qui va contribuer de manière décisive à la constitution d'une culture visuelle internationale sur l'Orient. Et là, je ne mets pas seulement la Terre Sainte, sur l'Orient en général, puisque l'Orient commence en Grèce et finit en Irak. À l'époque, et cela inclut l'Égypte. Donc on commençait, d'ailleurs la collection de Bonfils, l'activité de Bonfils se déroule aussi beaucoup en Grèce et en Turquie. Voilà, donc il est distribué partout, en Europe et aux États-Unis. Donc d'une part, ça répond à une demande de souvenirs, à la fois donc pour les habitants, ceux qui bougent pas, mais à la fois pour les touristes, parce que c'est la grande époque des grands tours, et donc les débouchés sont doubles, à la fois l'exportation, mais aussi la commercialisation sur place, et ça a un énorme succès, ça figure dans tous les guides touristiques de l'époque. Bon, ça c'est pour l'aspect, si vous voulez, ce que j'ai appelé, moi, culture populaire, ou imaginaire populaire, ou savoir populaire, tel qu'il se construit et comment il va nourrir. Mais la collection Bonfils, toujours dès son vivant, enfin je veux dire, pendant qu'elle est encore en activité, attire l'attention des archéologues, des sémitologues, des philologues et des... Hein. Et donc, elle fait l'objet d'une acquisition systématique par le Harvard Cemetery Museum à Harvard, à Cambridge, Massachusetts. Voilà. Et donc, c'est une collection qui s'érige en documentation scientifique. Donc, à la fois, elle est perçue comme documentation scientifique et à la fois, elle va avoir une longue histoire d'exégèse, puisqu'elle va être utilisée jusqu'à présent. Ces photographies sont utilisées par les auteurs qui publient dans des collections extrêmement savantes et qui utilisent ces clichés. Ok. Donc, les images que vous allez voir concernent pas exclusivement, mais beaucoup de clichés de cette collection. J'ai prévu mon plan, je vois que le temps passe très vite. Mon plan j'ai conçu mon plan de la façon suivante. Donc, vous faites quelques considérations sur, disons, les raisons pour lesquelles la photographie est si importante à l'époque. Pourquoi, quel est le statut épistémologique de la photographie? Et donc, je vous donnerai quelques citations, parce que la photographie est intimement liée à la naissance de l'archéologie. Intimement liée. Donc, il y a à la fois le tourisme et l'archéologie. Sont les deux grands sujets dont traite la photographie. Ce sont les domaines d'application de la photographie à ses débuts. Et ce, depuis tout juste après son invention.
Alors, à cette époque, jusque dans les années 50 du XXe siècle, la photographie est considérée comme un document et pas comme de l'art. Et donc, son utilisation et sa fabrication découlent de ces prémices épistémologiques. Alors, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on... Je vais expliquer, je vais expliquer ça, énoncer ces principes à travers quelques citations. D'abord, la photographie capte tout. Donc, c'est à la fois, pour ceux qui sont les adeptes de la photographie, c'est une qualité. Pour les critiques qui mettent la photographie face à la peinture, c'est un défaut. Mais il n'empêche que c'est une caractéristique qui est reconnue, unanimement reconnue, on va dire. Donc, la photographie capte tout. On ne s'intéresse pas au cadre. Le cadre, on ne voit pas la composition. On perçoit, même si elle existe, mais disons que la perception publique de la photographie ne saisit pas la subjectivité du cadre, de la composition. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit justement en critique? La plaque daguerréenne accueille sans distinction aucune la terre et le ciel, ou l'eau courante, la cathédrale qui se perd dans le nuage, ou bien la pierre, le pavé, le grain de sable, l'imperceptible qui flotte à la surface, toutes ces choses, grandes ou petites, qui sont égales devant le soleil, se gravent à l'instant même dans cette espèce de chambre obscure qui conserve toutes les empreintes. Donc ça, la photographie, c'est un procédé chimique et physique. C'est le soleil. Il n'y a pas d'homme derrière. C'est le soleil qui est l'artiste en quelque sorte. Et donc il capte tout. Évidemment, dans un esprit scientifique, c'est plutôt une qualité. Alors, bon, je crois que ça c'est un petit peu redondant. Le soleil transcrit tout ce qu'il a touché. Il n'omet rien, ne sacrifie rien, alors que l'art doit choisir ce qui lui convient et répudier ce qui ne lui convient pas. Donc on est dans la même logique de la captation totale. Et Delacroix qui nous dit « L'infirmité de la photographie est paradoxalement sa trop grande perfection. À force de précision et de justesse, elle offusque et fausse la vue. Elle menace l'heureuse impuissance de l'œil d'apercevoir les infinis détails. » Okay. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme citation? Okay. Donc ça, ce sont des citations françaises, enfin, voilà, issues. Là, nous avons les conséquences, c'est une des conséquences de cette perception de la photographie. Et ces conséquences, comme je vous disais, est exploitée par ceux qui s'intéressent, scientifiques ou exégètes, mais en général, c'est la même catégorie. Les exégètes sont ceux qui vont fonder l'approche scientifique et l'archéologie dite biblique. Et donc, il nous explique que le photographe quel est l'intérêt de faire des photographies, justement, pour des photographies de type archéologique. C'est sur l'application de la photographie au but scientifique. Donc, on va passer en anglais, j'essaie de traduire, mais peut-être que ça serait mieux que je lise. He will take his sun-painted sketch of each figure corbel or grotesque gargoyle. Donc, encore une fois, la photographie va nous donner chaque détail. Et pas seulement elle va nous donner chaque détail, mais elle est aussi une empreinte, comme je vous disais. C'est pas du Mi-26, c'est une empreinte. Donc, si c'est une empreinte, elle garantit l'existence de la réalité captée. C'est une garantie de réalité, en quelque sorte. Alors, comment cela se concrétise? Voilà, j'ai dit quelques mots sur la maison Bonfils. Ensuite, première,
chapitre. Le territoire et ses références, j'ai appelé cela. Territoire et ses références. Alors, les photographies, à cette époque, sont de l'Orient, de la Terre Sainte en particulier, ont besoin d'une référence. La plupart du temps, comment je me mets? Je reste là. Ah, pardon. Donc, sont quasiment toujours accompagnés d'une référence biblique. C'est-à-dire, le paysage ou ce qu'on va capter n'a pas de sens en lui-même. Il a un sens seulement s'il est rattaché à un texte. Là, j'ai pris un exemple extrême, si vous voulez. C'est pas, donc là pour le coup, c'est pas Bonfils, mais c'est un auteur qui précède, c'est plus ancien que Bonfils. Et le titre, l'intitulé de sa photographie, ça se voit pas, c'est marqué en bas là. C'est là, en bas. Moi, j'ai vu ces photos, je les ai vues, je les ai tenues dans ma main. Donc, je peux vous assurer que c'est ça qui est écrit. Donc, Ephrata, et avec renvoi à Michée, chapitre 5, chapitre 5, verset 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je ne sais plus, j'avais noté le verset, il doit être quelque part. Attendez, hop. Pareil, citation, donc c'est une vue de Samarie, mais c'est pas Samarie parce qu'on s'intéresse à Samarie, mais c'est pour montrer, voilà, l'actualisation du texte biblique, c'est que la Samarie a été transformée dans une motte de cailloux, elle a été détruite, quoi. Donc ce que j'ai mis là, c'est ce qui est mis là. J'ai pas ajouté, c'est lui-même qui m'a mis Michée 1.6, c'est pas moi qui ai ajouté la référence. Donc, alors ça, ce sont deux exemples extrêmes. Ensuite, bon, nous allons voir donc des images de la collection Bonfils. Les puits de la Samaritaine ou de Jacob, c'est ce qui est marqué. Alors, les intitulés sont en français, parfois elles sont bilingues. Donc bon. Ça rentre. Bon, ça, pour le coup, c'est pas posé. On verra des images qui sont posées. Donc, ce sont des mises en scène. Mais là, du coup, c'est pas posé. Il faut savoir que la durée le temps de pause est très long. Donc, il ne peut pas faire tout à fait des instantanés. En fait, il ne peut pas du tout faire des instantanés. Il y a toujours une... et cette photo peut se rattacher à ce que j'ai appelé plus tard l'ethnobiblisme. Vous allez voir des photographies vraiment mises en scène. L'hôpital des lépreux sur le site de l'ancienne maison de Naaman. Bon, Naaman, ça fait aussi référence au récit biblique d'Élie Élisée, qui sera guéri. Voilà, donc le chant de Boaz, bon, c'est un chant. Si on n'avait pas dit qu'il s'agit de chant de Boaz aux environs de Bethléem, ça n'a il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de... Simplement, c'est le chant, comment ça s'appelle, la source de Moïse, près du mont Nebo. C'est en Transjordanie. Ensuite, Khan el-Ahmar, l'endroit où a eu lieu la scène, l'épisode du bon samaritain. Voilà. Donc, c'est précisément à cet endroit, sinon... ça n'a aucun intérêt. Quoi d'autre? Ça aussi, qu'est-ce que vous voyez là? Des vaches. Sauf que c'est le mont Gilboa. Le mont Gilboa, vu de la plaine de Yezréel. La mosquée d'Omar et le tribunal de David. Donc là, on voit déjà une stratigraphie, bon, ce que j'ai appelé par la suite une stratigraphie du paysage. Donc il n'y a pas seulement
une référence biblique, mais là où elle n'est pas évidente, on va superposer, on va creuser, on fait une sorte d'archéologie du paysage. Et donc, c'est pas seulement la mosquée d'Omar, et d'ailleurs, c'est pas la mosquée d'Omar, c'est le dôme de Rocher. D'ailleurs, ça, c'est une erreur fréquente dans les photos de cette époque, du 19e siècle. On indique le dôme du Rocher comme étant la mosquée d'Omar qui est à côté. Et donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'emplacement du tribunal, l'ancien supposé tribunal de David, l'endroit où David aurait rendu ses jugements. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mont Tabor et la plaine d'Esdraelon. Pareil, ça pourrait, si on n'avait pas eu la référence, on pourrait penser que c'est une photographie ethnographique. Ça l'est en quelque sorte, et j'anticipe, puisque je vais peut-être m'arrêter avant l'heure. C'est une photographie ethnographique parce que à cette époque, à la fois dans l'imaginaire populaire et chez les savants les plus sérieux, qu'on cite encore aujourd'hui, les descendants directs des hommes de la Bible sont les habitants actuels, enfin au 19e siècle, de la Terre Sainte. En fait, c'est des Arabes. Sauf, donc, il y a ce court-circuitage qui est fait. Et donc, en faisant des photographies ethnographiques de ce type, on montre aussi comment vivaient les anciens Hébreux il y a 3000 ans auparavant. Donc, ça, c'est un présupposé très fréquent qui se retrouve, comme je disais, à la fois chez les meilleurs archéologues, enfin meilleurs pour l'époque, on va dire, mais c'est aussi le présupposé du renouveau historico-critique de la fin du 19e siècle. Celui qui a conduit à la fondation de l'école biblique de Jérusalem et qui part du même présupposé, c'est étudier le texte biblique dans son contexte d'origine et en s'inspirant, en apprenant de la vie quotidienne des habitants de la Terre Sainte. Parenthèse, les exégètes de l'école biblique, qui sont des pères dominicains, sont connus aujourd'hui pour leur voyage ethnographique. Il y a énormément de documentation. Il y a une collection photographique de l'école biblique qui n'est pas classée, qui n'est pas encore totalement classée. Pour ça qu'ils ne font pas des expositions, ils font des échantillons comme ça, donc elle n'est pas encore classée. Et puis, il y a des récits ethnographiques, des notes de voyage de pères dominicains très célèbres. Très célèbres d'ailleurs pour d'autres raisons, c'est parce qu'ils ont été des espions pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est le cas de beaucoup d'archéologues. Ça serait un sujet en soi, archéologie et espionnage pendant la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup. Et encore aujourd'hui. Enfin, oui, il y en a encore aujourd'hui, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'espionnage, c'est qu'est-ce que dans justement la construction et le habitus professionnel des archéologues sert dans l'exercice du métier d'espionnage. Donc voilà, enquête historique, enquête policière, voilà, ça se rejoint. C'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà, donc ça c'est ici les ruines de Kfarnaoum. Jérusalem. Alors ça, je vous montre ça non seulement parce que c'est Sainte-Véronique et c'est la Via Dolorosa, c'est la 6e station sur le chemin de la croix, mais donc il y a à la fois l'idée de référent biblique, mais à la fois, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est, on va dire, l'esthétique de l'époque. Pas de figure humaine, pas d'individu, on capte les monuments ou les paysages, mais pas la figure humaine. S'il y a un passant là, c'est juste pour l'échelle, pour noter l'échelle, mais on ne s'intéresse pas aux habitants, parce que bon, ces rues sont pas vides, il faut guetter le moment où elles sont vides en fait. Bon, et puis le soleil, etc.
Donc le mur que Saint Paul a descendu dans une corbeille, quand il s'est échappé. Ça c'est plus anecdotique, mais ça fait... Bon, l'imaginaire, c'est aussi l'effet de sériation. Si je vous montre une seule photo, vous allez me dire, bon, bah d'accord. Mais si je vous montre plusieurs, ça crée, enfin, éventuellement, ça fait effet de preuve, si c'est pas... la fontaine de la Vierge, ok. Et puis là, une citation, toujours en anglais. Encore une fois, pour appuyer ce que je viens de dire, c'est que ces photos qui circulent en tant que souvenirs, sont plus que des souvenirs, sont attendus et considérés comme des morceaux de vie, comme ils ont un statut ontologique à part, c'est pas juste de la représentation. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est la préface justement d'un livre, d'un album de photographie de 1860. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? What those who cannot themselves visit the Holy Land desire above all things to have is something which they can rely upon as an exact and faithful representation of it. A merely fine picture is not, in this case, what they care to possess, but the life-likeness of the original. This desideratum photography alone can, with absolute certainty, supply. Donc, c'est tout à fait... voilà. Ok, je continue, mais juste pour mettre dans un contexte, pourquoi je ne peux pas revenir en arrière, je sais pas. Pour mettre dans le contexte que je viens de dire, la citation que nous venons de lire, en fait, le 19e siècle, enfin, l'apparition de la photographie et l'usage de la photographie correspond à des mutations profondes dans le régime de vérité. En Europe essentiellement, puisque les photographes viennent d'Europe, mais ils emploient des gens sur place. C'est-à-dire, ce n'est pas totalement une représentation de l'autre. Ils emploient les artistes, les ateliers emploient des locaux. Modification dans le régime de vérité, c'est-à-dire, pour donner un exemple pour l'histoire, l'exégèse ne suffit plus. Donc le public n'est plus convaincu seulement par la déduction textuelle, mais il faut des preuves visibles. Nous sommes dans le positivisme, donc on va chercher, c'est ce qui va donner naissance à l'archéologie pas très loin, pas trop. Donc une recherche de preuves visibles. Deuxième chose, la réalité, donc l'Europe voit tout de suite son horizon de réalité s'élargir. À la fois, c'est l'Asie, l'Amérique, donc à la fois géographique, mais aussi en profondeur. C'est-à-dire toutes les découvertes scientifiques, etc. Et donc ce réel demande, pour être maîtrisé, à être fragmenté et à être ordonné et classé. Et donc, ce qui va donner naissance aux albums, c'est les albums, sont les albums photos, les albums de photographie, édités, pas les collections personnelles, mais édités. Donc, c'est cette idée qu'on ramasse, on collecte des fragments pour créer le savoir total, complet de l'époque. Ok, comment la photographie va s'emparer de ce désidératum de complétude en privilégiant les vues générales et panoramiques. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord des vues générales. On en a plein de vues générales. Je peux vous dire ça encore une fois puisque j'ai vu beaucoup, je sais pas, beaucoup. J'ai pas vu 15 000 clichés, mais enfin j'en ai vu pas mal, quelques centaines. Donc, vue générale de l'Aude actuelle. J'ai donné le Félix Bonfils, album de souvenirs d'Orient, tirage sur papier. Donc, ça, c'est un exemple il y a d'autres, mais de ce format-là, l'album photographique. Égypte, Palestine, Syrie, Grèce. Voilà.
souvenirs d'Orient pour vous donner un petit peu. Et ça va aussi en Irak, jusqu'en Irak, Babylone, Assyrie, etc. Ensuite, vue générale de Bethléem, vue générale de la mer Morte. Mer Morte, encore une fois, ça c'est esthétiquement très joli, mais en fait, c'est juste pour faire l'échelle toujours. Vue générale du Montion et Mont des Oliviers à Bethléem. Et puis Damas. Et puis encore Damas. Clé dans l'anti-Liban. Liban. Anti-Liban. Les cèdres du Liban. Et puis des vues panoramiques. Beyrouth. Tripoli, bon ça c'est vue générale, hein, ça c'est Tripoli. Alexandrette. Gélico moderne. ça fait étrange. Ça, comme vous voyez, c'est la colonie américaine, American Colony. Ça, ce n'est plus Bonfils, mais si j'ai mis ça, c'est pour vous montrer que c'est pas seulement Bonfils. Il y a d'autres ateliers, d'autres producteurs de photographie qui ont les mêmes codes. Et donc ça, c'est colonie américaine. Panorama de Jérusalem. Bonfils, Jérusalem encore. Jérusalem et Beyrouth. C'est répétitif. Ok. Donc, désir de complétude, de totalisant. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est autre chose, mais oui, encore 5 minutes, je laisse la parole. Encore autre chose, dans la composition, ça c'est mes remarques, puisque eux, ils n'en font pas, mais les images sont stéréotypées en ce qui concerne le cadrage. On aura quasiment sur plusieurs décennies le même cadrage du même objet. J'ai mis stratigraphie du paysage parce que le paysage évolue, mais le cadrage il reste quasiment le même. Ça c'est la chaîne d'Abraham. Et puis on l'aura. Attendez, ça c'est une citation, mais ce que je voulais c'est vous montrer la chaîne d'Abraham. American Colony, c'est quelques dizaines d'années plus tard. Il n'y a plus de chaîne d'Abraham, mais c'est le même cadrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est comme les stéréoscopes. Ce sont des images stéréoscopiques que normalement on voit en relief. Chaîne d'Abraham, toujours, ça c'est un anonyme du début du XXe. Ça c'est un exemple, la chaîne d'Abraham. Deuxième exemple assez caractéristique, c'est le mur des lamentations. Et là, il semblerait que ce soit Bonfils lui-même, mais on n'est pas sûr. Il appelle ça le mur des Juifs. Et on verra le mur de Juifs, à peu près le même cadrage, sauf d'autres personnages, mais Bonfils, le mur où vont les Juifs. Mur des lamentations cette fois. American Colony, donc le même cadrage. Et puis voilà, deuxième exemple. Troisième exemple, la piscine d'Ézéchias. Ça, c'est encore plus frappant. C'est statique, c'est pareil. American Colony, je ne sais pas si j'ai un troisième. Non, je n'ai pas un troisième. Bon, je voudrais revenir en arrière parce que ça, c'est autre chose encore. Je reste là. Non, je vais vous donner rapidement les citations. Une des citations. Alors, Adrien Bonfils, qu'est-ce qu'il dit? Donc, nous sommes dans une recherche de ce qui est immuable, pour ce qui est de la Terre Sainte, pour ce qui est Palestine, certes. Donc, Adrien Bonfils, donc, qui est le fils du père fondateur, dans une introduction à la Bible illustrée, il dit « Dans ce siècle de la vapeur et de l'électricité, tout change, tout se transforme, même les localités. Avant que le progrès ait complètement achevé son œuvre destructrice, nous avons voulu fixer le présent dans une série de photographies que nous offrons à nos lecteurs. » Donc, ça va à l'encontre de l'usage de l'imaginaire qui entoure la photographie en Europe, qui est lié au progrès inéluctable de l'humanité. Donc c'est un instrument plutôt de la révolution industrielle et du progrès. Eh bien non, pour l'Orient, elle est utilisée pour capter à jamais l'Antiquité.
Donc c'est un court-circuit, si vous voulez. Après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre 20 siècles sont passés sans changer le décor et la physionomie de cette terre unique. Bon, ça c'est récurrent chez les auteurs. Mais dépêchons-nous aussi si nous voulons encore profiter de la vue. Le progrès, ce grand frivole, détruira aisément ce devant quoi le temps s'est incliné. Déjà dans l'ancienne plaine de Charonne, l'éternel chemin de Damas est devenu rien d'autre qu'un chemin de fer. C'est toujours Bonfils qui dit ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai... Enfin, j'ai peut-être une chose à ajouter, mais j'ai plein de choses à ajouter, mais je veux couper, je veux pas retenir l'attention trop longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bref, ça je vais laisser tomber. Je vais vous montrer, je vais laisser tomber cette partie, mais c'est pas grave. Je voulais, justement, on était là, jusqu'à quel point ce désir d'antiquité persiste, perdure dans l'imaginaire concernant la Terre Sainte. Enfin, la Terre Sainte, aujourd'hui, c'est restreint, c'est plutôt Israël-Palestine. N'a plus cette acception large qu'elle avait au XIXe siècle. Et donc, on a des œuvres, c'est paru en 2010, je ne sais plus exactement. Donc, c'est un photographe, Serge Nègre, qui a choisi de faire ses propres photos et de les fusionner avec les photos de Bonfils. Donc, il y a un livre paru, publié par l'école biblique. Donc, puisque, bon, rien n'a changé, sauf d'un côté peut-être plus de personnages, d'individus qui bougent, mais sinon, pareil, Vallée des tombeaux de Josaphat. Et puis, est-ce que j'ai... Non, ça c'est un autre imaginaire. Donc là, on passe à un autre imaginaire, mais je vais peut-être le laisser. Ça, c'est l'imaginaire israélien. Mais l'imaginaire israélien est totalement différent de sioniste et israélien, est totalement différent de ce qu'on vient de voir. Et ça serait peut-être l'objet d'une autre conférence. Bon, je vais conclure. J'ai d'autres choses à dire, mais je ne vais pas les dire. Enfin, juste une image jolie, une belle image. Une belle image que j'ai mise sur une couverture. Donc, c'est les touristes. Je vous ai dit, il y a un marché extraordinaire pour ces images. Les touristes sur la pyramide de Giza. Et c'est Bonfils qui prend ça. Je voulais juste vous montrer cette belle image. Et sinon, deux, trois conclusions rapidement énoncées. Je vais passer aux conclusions. Ça, c'est pour montrer que voilà, il a pignon sur rue, Bonfils. Archéologie, histoire et photographie, ça c'est sur les liens entre le Harvard Semitic Museum et cette collection. Je vais sauter. Je vous ai dit que ces photographies sont utilisées encore aujourd'hui. Donc ça, c'est Lawrence Steger. J'ai pas mis l'année, mais c'est dans les années 2000. C'était un ouvrage récent. Et il utilise les clichés de Bonfils. Et là, nous avons Woman Spinning Wool into Yarn Using a Distaff, dans un ouvrage qui s'appelle Life in Biblical Israel. Et là, nous avons une photographie ethnographique. Et nous avons un autre... mon scan n'est pas génial, mais c'est pas grave. Pareil, donc ce sont les potiers près de Jéricho qui sont apportés comme illustration à la manière dont les anciens Hébreux faisaient la poterie. Et puis, quoi d'autre? Pareil. Donc je pourrais développer ça une autre fois. Donc quelques idées que moi je retiens, si vous voulez, d'après cette réflexion et toute cette documentation. Bon, d'abord, l'imbrication de l'imaginaire savant et populaire en ce qui concerne la Terre Sainte. Il n'y a pas une coupure. Et puis, il y a une autre coupure qui ne se fait pas entre imaginaire
occidental et imaginaire local. C'est-à-dire, je vous ai dit, les producteurs travaillent dans les mêmes ateliers, selon les mêmes commandes. Il y a aussi des ateliers de locaux, mais leur esthétique n'est pas très différente de ce qu'on vient de voir. Ensuite, comme je vous dis, la mutation de l'imaginaire scientifique et de l'imaginaire de la preuve, hein, qui donne cette valeur à la photographie. La mutation dans l'imaginaire religieux occidental, je l'ai dit, c'est-à-dire l'exégèse, le texte ne suffit plus. On a besoin d'autres moyens pour essayer aussi dans cette veine que s'inscrit, pas seulement en Europe, mais aux États-Unis, la naissance du nouveau littéralisme, qui est le littéralisme archéologique, et qui va perdurer jusque dans les années 70, avec un éminent représentant qui est William Foxwell Albright, et à sa mort, on aura le retour de bâton en Europe, c'est-à-dire au littéralisme archéologique va s'opposer une école tout aussi radicale, qui est celle du minimalisme biblique, pour nous dire que le texte n'a aucune valeur historique. Et enfin, l'imaginaire d'un temps figé aux origines du monothéisme, soit ça juif ou chrétien. Je m'arrête là.